Bonjour, je me présente, Hélène Després, professeure associée et coordonnatrice du Centre Figura à l'UQAM. Je suis accompagnée de Jean-François Chassé, professeur d'études littéraires très récemment à la retraite, également de l'UQAM. Bonjour Jean-François. Bonjour. On est réunis aujourd'hui pour vous parler du dernier ouvrage collectif que nous avons dirigé et qui est publié aux presses de l'Université de Montréal, donc Frankenstein et sa créature d'hier à aujourd'hui. Voilà, nous avons déjà la magnifique copie papier. Donc, en quelques mots, il s'agit d'un ouvrage qui aborde différentes œuvres de multiples pays, des romans, des films, des BD, de l'art visuel notamment, tous inspirés ou adaptés du roman Frankenstein de Mary Shelley. Le projet tire en fait son origine d'un colloque qui d'ailleurs a reçu une subvention connexion du CRSH, qu'on remercie, et qui a permis la publication du livre. Donc, Jean-François, tu peux nous dire un peu plus sur les origines du projet, du colloque en particulier? Oui, je pourrais d'abord rappeler que Frankenstein est une vieille obsession pour nous deux. Moi, j'ai Vraiment. donné mes premières séances de cours sur Frankenstein en 1996 et Hélène, de son côté, c'est une partie importante de son premier livre qui était issu de sa thèse, donc ça fait déjà une bonne quinzaine d'années au moins qu'elle s'intéresse à Frankenstein. Euh, on s'est intéressés tous les deux assez tôt finalement à la question de l'adaptation parce qu'on avait travaillé sur la scène de la naissance de la créature au cinéma, parce que dans le fameux film de Whale, qui est le film le plus connu là, concernant l'adaptation de Frankenstein, la scène de la naissance du monstre est assez différente de ce qu'on trouve dans le roman. Donc on s'est intéressé à ça, on a fait un montage, en fait, Hélène a fait un montage de plusieurs scènes de la naissance du monstre, qui a permis de voir qu'il y avait énormément d'adaptations au cinéma, ce qu'on savait déjà, mais là, on a pu le constater. Puis, il y a eu le bicentenaire en 2018 de la sortie du roman. Et dans le cadre d'un groupe de recherche, je me suis intéressé un peu plus aux adaptations. J'ai demandé à un étudiant, je reviendrai sur cet étudiant Anthony Morin-Hébert parce qu'il participe au livre, de faire une recherche assez exhaustive sur les adaptations de Frankenstein, et je me suis aperçu que c'était beaucoup plus impressionnant que ce que je pouvais penser. Et de là vient l'idée du colloque qui a eu lieu à l'Université du Québec à Montréal du 17 au 19 novembre 2021. Donc, on a donc tiré cet ouvrage du colloque. Donc, ce sont des actes de colloque d'une certaine façon, en tout cas pour certains des textes, mais d'autres se sont ajoutés aussi parce que certains qui n'ont pas pu participer, étant donné qu'on était en pleine pandémie. Donc, on avait eu quelques annulations et donc, ce sont des textes qui se sont ajoutés qui viennent enrichir le livre et d'autres sont partis. Donc, c'est pas tout à fait des actes de colloque, mais c'est un ouvrage très directement euh, sorti de ce colloque et très largement inspiré. Donc, en ouverture, on propose une introduction qui met en contexte la réception et la circulation incroyable du roman Frankenstein de Mary Shelley. Comment expliquer une telle fascination qui se démontre toujours pas aujourd'hui, plus de 200 ans plus tard, mais surtout comment expliquer que Frankenstein s'insinue partout, qu'il est récupéré, transformé, utilisé à toutes les sauces. Il s'agit simplement du nom, hein, donc d'infinies variations essaimées dans la culture. On en offre d'ailleurs un échantillon qui en montre bien la variété, en particulier à partir d'un texte que Jean-François avait préparé pour le colloque, justement. Donc, on peut aussi bien identifier dans beaucoup d'œuvres des fragments de l'histoire du savant fou, en plus du nom Frankenstein et de sa créature, des fragments qui sont pas toujours les mêmes, mais qu'on reconnaît bien souvent, même s'ils proviennent parfois ou même souvent plutôt des premières adaptations théâtrales et cinématographiques du roman lui-même. Donc, on voit que ça circule beaucoup plus qu'une adaptation directe d'un roman vers d'autres œuvres. On propose donc d'aborder ce phénomène littéraire et culturel, en fait imaginaire, sous l'angle du mythe littéraire. Donc, un peu comme Dracula ou Sherlock Holmes, ce sont des figures qui échappent à leur créateur et réapparaissent partout et constamment, dans différentes formes et sous différentes plumes. Nous plaçons donc cet ouvrage dans la droite ligne des travaux de Jean-Jacques Le Cercle sur Frankenstein, et à qui nous voulons d'ailleurs rendre hommage par ce livre. Nous le faisons textuellement, mais aussi ceux de Georges Didier Huberman avec sa notion d'objet erratique qui fascine, et de Richard Singelet et sa théorie de la transfiction. Donc, les 18 chapitres qui composent le livre montrent bien d'ailleurs la richesse du sujet. Nous avons décidé de les séparer en 6 parties un peu inégales. Les parties 1, 2, 4 et 5 sont un peu plus classiques et abordent l'intemporalité de la figure, les réflexions sur le corps et l'éthique, les analyses de l'iconicité du mythe,
et son évolution cinématographique. Donc, les parties 3 et 6, plus courtes, offrent des propositions un peu différentes, plus créatives sur le plan formel pour la première et plus méthodologiques pour la dernière. Donc, à ces parties-là s'ajoute une bibliographie unifiée pour tous les chapitres qui permettra à ceux et celles qui travaillent sur le sujet d'y trouver des ressources que j'avoue que j'aurais moi-même beaucoup aimé trouver il y a quelques années au moment de faire ma thèse. Donc, nous allons vous faire un tour rapide d'horizon des chapitres du livre. Donc, je passe la parole à Jean-François qui va commencer avec les premières parties. Oui, alors la première partie s'intitule Une figure qui se joue du temps et ça permet de rappeler la dimension intemporelle du roman. Alors, par exemple, Emmanuel Buzet rappelle un livre d'Alberto Mangual qui situe Frankenstein parmi les grands mythes littéraires pour en venir à parler de l'imaginaire scientifique contemporain. Anne Ulmo s'intéresse à Pride and Prometheus de John Kessel qui entremêle un roman de Jane Austen et celui de Shelley. Et Régis Pierre-Fieux s'attache à un film récent, Depraved, et remonte le fil du temps pour montrer l'ambiguïté du roman de Mary Shelley par rapport à la modernité. La deuxième partie, corps multiple, corps éthique, s'intéresse plus spécifiquement au corps de la créature et c'est à chaque fois l'occasion de passer des réflexions éthiques. Alors, c'est le cas dans le texte d'Isabelle Bouve-Vermès pour 2 romans de Gaston Leroux, dans le texte d'Arnaud Regnault pour deux livres en particulier, Patchwork Girl de Shelley Jackson et Galatea 2.2 de Richard Powers. Sylvie Bauer, de son côté, s'intéresse à American Desert de Percival Everett et Hélène Machinal à Frankenstein, A Love Story de Jeannette Winterson. Donc, c'est un aperçu quand même assez large des États-Unis à l'Angleterre en passant par la France. Donc, la troisième partie, comme je vous disais un peu plus tôt, qui est dans un format un peu plus original, qui permet un peu une pause aussi entre des parties plus théoriques, plus analytiques, propose 2 fictions originales, mais des fictions qui sont aussi réflexives, qui intègrent aussi une part de théorie sur Frankenstein. Donc, le texte de Quentin Lepluard, qui propose un récit épistolaire entre Frankenstein et Igor, son assistant, à propos des lois françaises qui pourraient empêcher leurs travaux s'ils décidaient de déménager en France, leur laboratoire. Et donc, c'est un texte qui est à la fois très amusant et très érudit. Ensuite, il y a Silvano Santini qui novélise le film The Revenge of Frankenstein à partir de ses propres réflexions sur la novélisation de films au cinéma, donc vers le roman, en postichant d'ailleurs quelques écrivains français contemporains. Donc, la quatrième partie qui suit, qui s'appelle Variations visuelles entre photographie et bande dessinée, on s'ouvre avec Denis Mélier qui explore les solutions que les dessinateurs et dessinatrices utilisent pour représenter la figure du monstre dans plusieurs bandes dessinées. Donc, il fait un panorama assez large et analyse très en détail ses propositions visuelles. Et Jean-Paul Angélibert étudie aussi en bande dessinée, mais plutôt une BD en particulier, c'est-à-dire Cyber Six, une BD argentine, dans laquelle il étudie les différents mythes, mais en particulier celui de Frankenstein qui ressort de la masse. Et finalement, dans cette partie plus visuelle, le texte de Jessica Ragazzini va s'arrêter plutôt sur la photographie contemporaine. C'est pas directement Frankenstein, c'est sans doute un des exemples où on voit où son influence elle est plus sourde, elle est plus dans le regard de ceux qui regardent, mais elle apparaît tout à fait évidente quand même par la déformation des corps que proposent ces photographes, grâce à la technique notamment. Donc, comme Victor Frankenstein a pu créer sa créature d'ailleurs. Donc, la cinquième partie, qui revient plus sur le cinéma. Donc, on a passé des arts visuels plutôt vers le cinéma. Alain Vézina nous montre d'abord l'énorme influence du roman sur la figure de Godzilla et sur le cinéma japonais dans son ensemble. D'ailleurs, Alain Vézina publie un autre livre dans la même collection où il approfondit beaucoup cette question-là. Donc, c'est pas le même texte, il aborde sous des angles un peu différents. Ici, c'est vraiment sous l'angle de Frankenstein, mais si la figure de Godzilla vous intéresse, il y a plus à lire. Puis, Louis Daubresse analyse le cycle Frankenstein produit par les studios Hammer, donc en Angleterre, entre 57 et 74. Il analyse plus les spécificités de ce cycle-là. Ensuite, Antonio Dominguez Leiva
se tourne vers la sexualisation de la créature dans des films érotiques peu connus et pour le dire et surprenants pour le moins, surtout sortis dans les années 60, mais pas seulement. Et finalement, Gaël Girard analyse en particulier un film de Prestige de Christopher Nolan, qui lui aussi est peut-être pas une adaptation évidente de Frankenstein, mais elle démontre bien que pour elle, c'est un Frankenfilm qui permet une réflexion sur le cinéma lui-même. Et la sixième et dernière partie est une partie conclusive, en fait, puisqu'il y a qu'un texte. C'est un texte d'Anthony Morin-Hébert qui avait justement fait des recherches pour moi sur les adaptations de Frankenstein, ce qui fait que c'est un sujet qu'il connaît de près. Et son texte est très intéressant parce qu'il s'intéresse aux limites de l'adaptation. Qu'est-ce que ça veut dire adapter? À partir de quand on peut dire qu'une œuvre est adaptée d'une autre? Et ce texte est suivi d'un long travail de recensement. Donc, il y a une médiagraphie imposante qui est en deux parties. Une première partie qui est une liste des différents types d'adaptations en fonction des genres. Alors, ça va du livre pour enfants, parce que croyez-le ou non, il y a des dizaines de livres pour enfants adaptés de Frankenstein. Donc, ça va du livre pour enfants au film, du théâtre aux jeux vidéo. C'est vraiment très, très large. Et il y a une deuxième partie qu'on a appelée périphérie. Il s'agit de 164 œuvres qui rappellent Frankenstein, qui évoquent les thèmes, les personnages du roman sans reprendre explicitement leurs traits. Alors, dans ce cas-là, il y a une liste, mais comme le livre est déjà assez volumineux, vous verrez que vous pourrez trouver un hyperlien qui permet d'aller en annexe et d'expliquer assez longuement pour chacun des titres pourquoi nous avons décidé de le conserver, pourquoi nous avons décidé qu'on pouvait voir ces titres comme des adaptations de Frankenstein. Alors, je veux rappeler en terminant que ce livre fait partie de la collection Cavale, que je dirige aux presses de l'Université de Montréal. C'est le 12e livre de la collection. J'y ai publié, Hélène qui a publié aussi, et certains des collaborateurs de ce livre y ont aussi publié. Alors, on vous souhaite une bonne lecture et on espère que vous n'aurez pas trop peur. Merci à tous.